Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors, cette fois encore, nous allons traverser l'Atlantique pour aller sur les rivages de l'Amérique du Nord, et cela en compagnie d'Yves-Marie Adeline. Yves-Marie Adeline, bienvenue sur le plateau de Politique Éco. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Vous êtes essayiste, philosophe, historien, et vous nous avez livré un article très étoffé sur le thème de l'implosion de l'Amérique. Il est vrai qu'à la suite des élections présidentielles, nous nous sommes posés, chers téléspectateurs, comme vous-même certainement, la question de savoir ce que devenait cette Amérique qui... Précisons l'Amérique des États-Unis. Oui, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, voilà. qui ont tendance à se diviser en deux blocs. Alors, dans cet article, vous évoquez le fait qu'un homme de votre âge, a fortiori un homme du mien, a du mal à se défaire de cette emprise américaine, qui a quand même marqué considérablement notre histoire. Et cette difficulté que vous avez eu à sortir de l'emprise américaine pour justement juger qu'aujourd'hui, l'Amérique n'est pas forcément notre allié, notre ami en tout cas. Alors, vous êtes-vous bien défait de cette emprise ? Je ne pense pas avoir été sous emprise américaine, mais étant né en 1960, j'appartiens à une génération, et il y en avait un peu au-dessus de moi, qui a été, disons, très marquée par la prépondérance culturelle, pas seulement la prépondérance économique et militaire de l'Amérique, ou politique de l'Amérique, mais quand on dira l'Amérique, ça veut dire les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Mais évidemment, leur prépondérance. Je suis né dans une France qui était encore à ce moment-là dans l'OTAN, avec un siège de l'OTAN qui était en France et non pas comme aujourd'hui en Belgique. Et puis la France en est sortie qu'en 66. Mon père était travaillait dans l'armée américaine lui-même, donc voilà, j'ai connu cela. Et puis comme tous ceux de ma génération, il y avait un western une fois par semaine le dimanche à la télévision, etc. Ce sont les Italiens d'ailleurs qui ont commencé à apporter un peu plus de raffinement dans l'art du western, et peu à peu, bien entendu, je me suis détaché de cette influence-là. Mais c'est pour simplement, j'ai commencé cet article en rappelant ça pour dire que sous ma plume, c'est pas du tout facile de se poser la question de savoir si les États-Unis ne sont pas destinés à plus ou moins long terme. Et j'ai tendance à penser que c'est à long terme, à éclater, à exploser pour des raisons qui touchent en fait à la philosophie politique. Alors nous allons aller au cœur de ce risque d'explosion. Vous commencez quand même votre article par dire que finalement, le socle le plus solide de l'agrégation des hommes reste la nation. Oui, que ça plaise ou pas, il y a différents socles. On sait qu'il y a la nation. On n'est pas capable de la définir avec précision. C'est vrai. Dans un livre que j'ai sorti qui s'appelle « Abrégé des définitions politiques », par exemple, j'avoue que c'est très difficile entre la définition allemande et la définition française. C'est Renan, disons, et la tradition allemande. Mais cela dit... ethnique. Oui, qui est une tradition ethnique. Et qui ne suffit pas forcément à constituer un État, parce que l'Allemagne va devenir un État unifié très tardivement, contrairement à la France. Alors, il y a à la France le vieux socle gaulois qu'on a tendance à oublier. Vous avez failli dire humilié. Aussi, vous avez raison, c'est un lapsus révélateur. Mais en tout cas, aucune de ces deux thèses est totalement pertinente dans la mesure où on sait bien qu'aujourd'hui l'exemple de la Belgique, qui est en train de se désagréger, donne raison plutôt à la conception allemande de la nation, qui est une conception ethnique. Mais en même temps, on a vu en Yougoslavie, par exemple l'explosion de cet État qui était un État artificiel, reposant pourtant sur une véritable unité ethnique et linguistique. Mais il n'empêche que, une fois qu'on a passé ces complexités-là, ces incertitudes, l'histoire démontre que le socle le plus solide, c'est la nation. Alors au-delà, il y a des formules qui peuvent être tout à fait souhaitables dans l'histoire. C'est pas un procès que je fais. Il y a l'empire, c'est-à-dire une nation qui en domine d'autres, la fédération, plusieurs nations qui se mettent ensemble, la confédération, où le lien est encore un peu plus large parce qu'on peut en sortir, et au-delà, il n'y a plus rien. Au-delà, il y a des conférences permanentes de type ONU. Yves-Marie Adeline, les États-Unis, c'est quoi ? C'est un empire ou une nation ? Ah, c'est pas un empire.
Les États-Unis, c'est à l'origine un esprit confédéral. Et puis Lincoln va se charger de détruire cet esprit confédéral en faisant la guerre au Sud. Mais c'est une fédération. Et ça reste une fédération. Les Français ne comprennent pas du tout comment fonctionnent les États-Unis. Quelle différence entre une nation et une fédération? Eh bien, chaque État dispose de sa propre autonomie, notamment en matière législative. Il y a des États où on pratique la peine de mort et d'autres où on l'abolit. Il y a des États qui pratiquent l'avortement et d'autres où il est interdit. D'autres, la polygamie. La polygamie. Alors, non, mais là, pour le coup, c'est une loi quand même fédérale. Il y a quelques lois fédérales. Oui. Voilà, l'État fédéral s'est imposé à cet État mormon en disant, écoutez, vous entrez chez nous, d'accord, mais on veut pas de polygamie. Donc officiellement, on sait bien que c'est pas vrai dans la réalité. Officiellement, il n'y a pas de polygamie dans le Utah. Mais on a bien vu d'ailleurs au moment des élections et d'une manière générale, au moment des troubles, Black Lives Matter, etc. La police ne dépend pas de l'autorité fédérale. La police dépend de chaque État. Donc c'est une manipulation que d'avoir dit Trump est responsable de la situation. Non, chaque État a sa propre police. Le paradoxe tenant d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, nous, Européens, au fait que l'Union européenne, qui ne peut pas être un État parce qu'elle ne peut pas avoir une politique étrangère commune, ce qui est la première et j'allais presque dire la seule condition pour faire un État, c'est d'être capable de parler d'une seule voix, de dire « je parle ». C'est impossible. Bon, ça c'est impossible pour différentes raisons qui n'appartiennent pas au sujet de notre entretien. Mais bizarrement, cette Union européenne qui se construisait sur un rêve fédéral est beaucoup plus centralisatrice que les États-Unis. Absolument. Où les États, chaque État, il y a une Cour suprême à chaque État, etc. Chaque État a une réelle indépendance par rapport à Washington. Il y a un Capitole dans chaque État. Il y a un Capitole pour chaque État, voilà, absolument. Avec un gouverneur, avec une assemblée propre. Moi, j'ai visité la Californie, j'ai été reçu à Sacramento. Et à Sacramento, vous avez un énorme Capitole avec un gouverneur qui a un rôle important. Et pour mieux vous répondre, c'est pas du tout un empire. Alors après, il y a un empire exercé dans le monde, qu'on appelle l'impérialisme américain. L'impérialisme culturel. Alors, militaire, diplomatique. Nous sommes, par exemple, nous, les vassaux des États-Unis, pour différentes raisons. Alors ça, c'est de l'impérialisme, de la domination. Mais il n'y a pas politiquement de formule qui tendrait à montrer que les États-Unis sont le cœur d'un empire. Quand nous avons eu notre empire colonial, il y avait deux formules, des pays directement administrés par la métropole et d'autres pays qui étaient sous protectorat. À chaque fois, c'est des formules impériales. Des nations s'étaient mises sous la protection de la métropole, disons. Ça, c'est un empire. Alors, ça peut être très souhaitable. Selon les différentes phases de l'histoire, il y a eu des empires glorieux, pensons à Rome, par exemple, etc. Mais tous les empires sont appelés à s'effondrer un jour ou l'autre. Rome même, qui est probablement l'empire le plus impressionnant dans l'histoire du monde, pas seulement l'histoire occidentale. Donc les États-Unis sont détachés de ce risque d'effondrement s'ils ne sont pas un empire. Ça, c'est une jolie question. Sauf que les États-Unis sont-ils une nation? En fait, le problème est là. Et je crois que la question mérite d'être posée, car de plus en plus on découvre que, en dépit du rêve que ces gens-là ont nourri de constituer au bout du compte une nation sur des bases purement idéologiques, en fait. Voilà. C'est ce que vous dites dans votre article. Ça n'est pas une nation. Il y avait l'idéologie de la démocratie et l'idéologie de la réussite personnelle, de l'expansion économique. Alors, il y a d'abord le rêve américain. Le rêve américain, c'est, disons, dès le XVIIe siècle, je quitte les structures anciennes de l'Europe, je vais m'installer là, dans un pays fabuleusement riche et doué dans sa nature, comme aucun pays n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire du monde. Et puis, je laisse tout derrière moi, je laisse même mon nom s'il le faut, je m'appelle comme je veux. Vous nous signalez que la population américaine était à 25% d'origine allemande. Alors, disons qu'en 14, parce que vous savez que je suis un historiographe de la guerre de 14, mais c'est vrai qu'elle reste la population américaine d'origine allemande en situation de majorité relative, même aujourd'hui. Trump est le petit-fils d'un Trump. Et voilà, que ce soit Trump ou Elvis Presley, son grand-père s'appelait Bresler, etc. Donc, bien sûr que ce ne sont pas des Anglais. Ils ont failli parler l'allemand. Ils ont failli parler allemand au moment de leur indépendance. Et le dollar, ça vient du Et il se trouve que Washington, lui, n'était pas d'origine allemande, mais d'origine anglaise. Mais c'était un sudiste, en plus. Et alors, c'était un sudiste, bien sûr, et ça va jouer un rôle, d'ailleurs, dans la solidarité des États du Sud, dans la révolte contre la métropole britannique. Mais en tout état de cause, il n'y avait pas d'unité nationale.
Et il se trouve que ce pays s'est forgé, pour des raisons touchant à l'argent, aux douanes, etc. La métropole britannique avait besoin de lever des impôts pour payer sa guerre de 7 ans. Bon, un peu comme Louis XVI aura besoin de lever des impôts pour payer la guerre d'indépendance américaine, mais avec des conséquences beaucoup plus funestes, évidemment. Ouais. Mais il se trouve que les États-Unis, effectivement, ont inauguré, on peut dire, ou réinventé la démocratie moderne, on va dire, dont tout le monde s'inspire aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'un pays, de vieux pays comme la Chine, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Angleterre et d'autres, ce sont des nations. Alors, elles ont traversé je ne sais combien de régimes politiques. Elles ont pu faire des révolutions et tout ce qu'on voudra, mais ça reste des nations. Homogènes ethniquement, sauf pour les États-Unis qui se sont construits sur le modèle du melting pot. Alors, avant cela, ça se construit sur une idéologie. Oui. Mais ça c'est pas suffisant pour cimenter une population. D'autant plus qu'aujourd'hui, et ça évidemment on ne s'y attendait pas, aujourd'hui la même idéologie, cette démocratie, qui est une démocratie de parade et de folklore, parce qu'en fait on est en oligarchie aujourd'hui, le monde est en oligarchie, mais peu importe, parlons simplement des symboles. Il y a deux camps qui sont de force égale, qui se revendiquent de la même idéologie, mais qui s'affrontent l'un contre l'autre parce qu'ils l'interprètent de manière opposée. Les républicains et les démocrates. Les républicains et démocrates, on a très bien vu l'épisode du Capitole, où il y a des gens qui investissent le Capitole sans armes, bien entendu, c'est une manifestation symbolique, parce que le Capitole est le Capitole de Washington, celui-là. Hein, oui, bien sûr. Au nom de la démocratie, pour sauver la démocratie. Et en criant USA, mise à mal par, disons, l'élection discutable de Joe Biden. Et l'autre moitié des Américains qui s'en offusquent au nom des mêmes principes démocratiques, mais qu'ils interprètent dans un sens complètement différent. Oui, parce que là, du coup, dans cet article que vous avez écrit, Marie-Adeline, vous expliquez bien comment les démocrates américains sont, eux, attachés, et même dans un rapport de soumission à l'oligarchie américaine. Oui, mais ça... Donc ça n'est plus un rapport à la démocratie. Non, c'est pour ça que je prenais la précaution de parler de folklore. C'est-à-dire, en fait, la démocratie est devenue une religion. Alors, très intéressant ça. Mais c'est une religion de croyants non pratiquants, si vous voulez. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le rapport des formules, c'est la même chose en France. Hein. Alors, c'est un peu moins visible parce que, pour l'instant, on n'a pas connu en France de vastes, disons, fraudes comme on a pu, celle qu'on a pu observer pendant la dernière élection américaine. Oui. C'est-à-dire avec la prise en charge du vote par des ordinateurs, ce qui est interdit en France, parce que tout le monde sait bien que n'importe quel hacker peut évidemment transformer votre vote par la voie informatique. Et même le vote par correspondance, qui est interdit en France, parce qu'on peut tricher avec ça. Plus pour longtemps peut-être. Oui, alors oui, parce qu'il y a disons, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui souhaiteraient adopter le système Dominion et tous ces trucs-là pour perpétuer leur présence. Alors, ce qui menace l'Amérique, c'est finalement le fait que deux bonnes moitiés, pratiquement égales, ne veulent plus vivre ensemble. Si c'était 90%, 10%, il y aura un phénomène comme l'écrasement de la Vendée, vous voyez, des choses comme ça. Le problème, là, c'est que ce sont deux camps de force égale. Voilà. Ou quelquefois il y a des contre-fronts, enfin des affronts renversés, c'est-à-dire que les classes moyennes étaient plutôt trumpistes, l'armée n'a pas du tout bénéficié de Trump parce que le complexe militaro-industriel... Il n'a pas fait de guerre. Ben voilà, qu'avait dénoncé le fameux Eisenhower en sortant de sa présidence en disant « Méfiez-vous du complexe militaro-industriel ». Eisenhower d'origine allemande. Et qui était, bien entendu, comme beaucoup encore une fois, c'est une Allemagne, les Américains sont des Allemands, avec les qualités des Allemands et sans les défauts des Allemands. Voilà. Alors, ça explique leur redoutable efficacité. Mais avec les défauts des anglo-saxons quand même. Oui, bien sûr, mais parlons que des Allemands. Oui. Ce non-vouloir vivre ensemble qui se creuse de plus en plus, j'utilise une formule française, qui utilise d'ailleurs le mot séparatisme. Sauf que, donc, vous le dites, le séparatisme est à partie égale aux États-Unis. On ne sait pas qui va l'emporter. Mais il y a aussi une dimension géographique. Il y a les deux côtes et puis le centre. Oui. Et puis des États comme le Texas qui ont des rites réguliers de sécession. Alors, la situation n'est pas complètement comparable avec la France. En France, il y a deux peuples qui cohabitent. Et on en a parlé, vous m'aviez fait l'honneur de m'inviter il y a quelques années, quand j'ai sorti mon livre sur la guerre intérieure.
il y a deux peuples et qui probablement vont s'affronter l'un C'est l'autre. lesquels les deux peuples? Il y a un peuple de migrants installés en France, ayant même la nationalité française, mais ne souhaitant absolument pas vivre en français, mais qui s'est installé sur ce territoire. Certains le veulent, bien entendu, mais ce que nous avions dit aussi à cette époque, c'est que les révolutions ne sont jamais faites par des majorités. C'est toujours des minorités qui conduisent les grands mouvements. Et puis les Français, alors il y a les Français reniés, comme disait Du Guesclin, hein, et puis il y a les Français qui, eux, sont atterrés par ce qui se passe. Les Américains, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas une population qui est... Alors, sauf peut-être les latino-américains, mais c'est peut-être finalement le lieu des États-Unis qui sera le plus stable dans l'avenir, parce que soit ces régions-là se détacheront de l'ensemble, soit elles se réuniront au Mexique, auquel elles appartenaient d'ailleurs à l'origine. Tout ça, on verrait le Nouveau-Mexique, le Nouveau-Mexique redevenir mexicain. L'Arizona, mais la Californie aussi. Alors la Californie, pourquoi pas? Cela dit, la Californie a tout à fait la possibilité de vivre comme un État indépendant. Oui. Parce qu'elle en a les moyens. Comme le Texas. Donc, à la limite, le plus inquiétant n'est pas là, parce que là, on peut se dire, l'Amérique latine va retrouver des positions géographiques qu'elle avait jadis, avant de se les faire arracher par celle de Washington. Ce qui est plus embêtant, c'est le reste de l'Amérique. Oui. Sauf à créer, là on est dans la politique fiction, mais pourquoi pas, puisqu'on a vu ça en Europe, à créer des grands mouvements de population. Songez aux Allemands, il y a 11 millions d'Allemands qui ont été chassés de chez eux, des Sudètes ou de Prusse, etc., à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sûr, oui. et où il n'y a plus un seul Allemand. Et on a voulu regrouper, disons, les ethnies. Mais où est-ce qu'on met les Noirs qui ne sont jamais que 13% de la population? Est-ce que la fracture idéologique à laquelle on assiste aujourd'hui aux États-Unis est la même que lors de la guerre de sécession? Non, parce que la guerre de sécession, c'est une guerre d'État. C'est un principe fondateur des États-Unis. Plusieurs États, les fameuses 13 colonies du début, décident de concourir ensemble à cette lutte contre la métropole pour prendre leur indépendance. Il est bien entendu à chaque fois que chaque État reste souverain et dans un esprit confédéral qui était celui hérité de la philosophie de John Locke. Du XVIIe siècle, disposant que un groupe peut s'associer à d'autres groupes et se dissocier tout aussi librement. C'est l'esprit confédéral. Et quand, pour des raisons purement de développement complètement différents, le Nord est industriel et protège son industrie comme protectionniste comme Trump avec les Chinois d'ailleurs, et le Sud au contraire libre-échangiste parce qu'il a besoin des marchés anglais, français pour écouler son coton. Bien sûr. Et deux Amériques qui se développent différemment avec une main-d'œuvre servile qui se poursuit dans le Sud alors qu'elle n'existe pas dans le Nord, ou plus du tout dans le Nord, parce qu'il n'y a pas besoin d'esclaves. L'industrie n'a pas besoin d'esclaves, elle a besoin de prolétaires, d'exploitation du travailleur, qui vivent beaucoup plus mal d'ailleurs que les esclaves. Et c'est pour ça qu'une partie des Noirs du Sud a migré vers le Nord et a travaillé à... Oui, mais là, il y a aussi la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de Blancs envoyés sur le front, puisque les Noirs étaient considérés comme inaptes au combat par l'armée américaine. Alors, on a fait monter beaucoup d'ouvriers du Sud. C'est comme ça que le jazz va arriver à New York et à Washington, alors qu'avant, il était cantonné. Ça, c'est un des effets de la Grande Guerre. Mais les usines automobiles, par exemple, de Detroit, avaient besoin de cette main-d'œuvre. Donc, elles ont fait venir tous ces gens-là, Ford, par exemple, parce qu'il y a trop d'ouvriers qui sont partis sur le front occidental, où ils nous apportent la fameuse grippe prétendument espagnole, qui est une grippe américaine en réalité. Vous nous expliquiez tout à l'heure, Yves-Marie Adeline, l'attachement des démocrates américains à l'oligarchie américaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je ne suis pas certain que le démocrate de base soit conscient d'être prisonnier de l'oligarchie. Il se trouve que cette oligarchie, elle possède les médias. L'enseignement, alors il y a les GAFA, puis penser alors c'est moins systématique qu'en France, mais il y a quand même le phénomène Evergreen, par exemple, qui aujourd'hui envahit le système éducatif français, ça c'est vrai. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est Evergreen? Evergreen, c'est une université de l'État de Washington, donc très très haut au nord-ouest des États-Unis, sur la côte ouest, où tout a explosé, c'est-à-dire qu'en fait l'anarchie s'est installée sur le campus, reposant sur des aberrations antiracistes, genristes, enfin toutes ces choses qui aujourd'hui sont arrivées aux États-Unis. En France, je veux dire. Décolonialistes. Oui, sauf que les Américains n'ont jamais été colonialistes au sens
européen du Alors, terme. disons qu'ils l'ont bien caché, mais enfin, je rappelle qu'ils se sont emparés des Philippines, d'Hawaï, enfin d'un tas quand même de... Sauf qu'ils sont arrivés les derniers servis, on va dire. Mais ça a été, bien sûr, une puissance coloniale. Et sur l'asservissement de ces démocrates à l'oligarchie américaine. Alors, l'oligarchie possède tous ces moyens d'information et d'instruction. Et ces moyens jouent sur l'imaginaire, puisque la politique, c'est le royaume de l'imaginaire, bien sûr, et jouent sur les émotions, sur tout ça. Donc c'est très facile, évidemment, de conduire un électorat à voter comme vous le souhaitez à partir du moment... On connaît ce problème-là en France, à partir du moment où vous jouez sur lui. Diallo est invitée dans l'université américaine à occuper des postes pour tenir le discours qu'elle tient au bénéfice des étudiants américains, ce qui devrait façonner la génération américaine. Bien sûr. C'est redoutable. Il y avait déjà eu avant elle la French Theory, etc. Mais alors, il y a quand même eu des réactions à cela. On avait eu, il y a 25 ans, souvenez-vous, Alan Bloom, l'âme des armées. Il raconte comment il reçoit une délégation de Noirs américains parce qu'il avait mis au programme Shakespeare, Dante et je crois que c'était Goethe. Et les Noirs américains lui disent « We are tired of your shit ». Oui, bien sûr. White, on est fatigué par votre M. Oui, bien sûr. They are all white Caucasian males. Alors là, on tombe sur un phénomène qui est grave, qui est disons une régression, pas seulement de la civilisation, une régression intellectuelle. Quand vous vous déterminez en fonction de la couleur de votre peau, ou en fonction de votre sexe, ou de votre absence de sexe, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, etc. Quand vous vous déterminez comme ça, et donc vous n'êtes plus capable de penser, en fait, ça, c'est une régression intellectuelle gravissime. Et effectivement, nous y sommes. En France, nous y sommes réellement, là. Mais le cas américain est un tout petit peu différent dans la mesure où il reste à la France la possibilité d'une guerre intérieure, pourquoi pas. Mais les États-Unis, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à exister en tant que tels, puisqu'ils n'ont pas de substrat national. Ils n'ont que cette religion démocratique qui les divise, puisque les uns et les autres ont deux conceptions différentes. Ça fait presque penser aux catholiques et aux protestants jadis, si vous voulez. Ils se disent tous les deux démocrates, mais ils ont deux visions complètement différentes, et ils n'ont pas d'unité nationale. Ils en ont d'ailleurs rêvé. Rappelez-vous, en 1915, ce film d'ailleurs remarquable pour cette époque, Naissance d'une nation, de Griffith, qui va inspirer, bien sûr, Autant n'emporte le vent, qui est probablement le plus grand film jamais tourné, mais qui se passe justement entre... C'est les Capulet et les Montaigu, si vous voulez, mais entre le Nord et le Sud. Et donc, il y a deux couples mixtes, si on peut les appeler ainsi, et qui vont se réconcilier, d'ailleurs sur le dos des Noirs, entre parenthèses, dans le film. Et le film s'appelle Naissance d'une nation. Mais c'est un rêve. Car en réalité, les Américains n'ont jamais constitué une nation. Alors après, ils ont développé le mythe du melting pot, en disant la forme moderne d'un groupe, ça va être le melting pot. Puisque les nations, c'est la guerre, comme disait Mitterrand, les nations, c'est la guerre. Et ce qui peut être vrai, bien sûr. C'était plutôt des guerres d'empire. D'ailleurs, les premières et secondes guerres mondiales, c'était plutôt des guerres d'empire, en tout cas pour la première guerre mondiale, et pour la seconde, de nations qui avaient la volonté de devenir des empires. La France, l'Angleterre, l'Allemagne qui voulait annexer à toute l'Europe. Non, c'est la doxa française, ça. La volonté d'annexionniste de l'Allemagne, c'est une fois que l'Allemagne est vaincue, on peut faire un peu ce qu'on peut raconter l'histoire à notre sauce. Mais il y a quand même avec la disparition justement de valeurs supérieures comme la religion ou les monarchies traditionnelles, classiques en France en tout cas, il y a l'idée que la nation devient une sorte d'idole et qu'on va opposer à d'autres idoles. Et donc, tel que d'ailleurs vous le dites dans votre article, cette idée d'avoir son État comme une idole, vous comparez l'envie des démocrates d'aller vers une idéologie proche de ces républiques populaires d'Europe de l'Est, style RDA. Alors, disons, ça c'est dans la gestion de leur démocratisme. J'y vais un peu fort. Mais c'est vrai que dans la gestion, n'oublions pas que ces républiques s'appelaient toutes républiques populaires. Mais c'est toujours démocratique. C'est toujours démocratique. La République démocratique allemande, c'était justement la moins démocrate des deux. Mais pour aller dans le sens de ce que dit Pierre, on voit très bien aussi que les démocrates, qui ne l'ont jamais été, deviennent de plus en plus socialistes quand même. Alors, ça c'est une nouveauté. Et ça fait un peu la fragilité du camp Biden.
du camp démocrate, c'est qu'il y a quand même deux moitiés. Il y a les démocrates qu'on va dire traditionnels, et puis il y a une extrême gauche qu'on n'attendait pas, qui a gonflé. Alors nous la connaissons bien, puisque l'éducation nationale est restée la dernière armée rouge intellectuelle, disons. Et même financièrement et matériellement. Oui, et puis... En termes d'effectifs, par exemple. On m'a commandé, par exemple, aujourd'hui un article sur la commune. Bon, eh bien, vous savez, dans les programmes scolaires, dans les manuels de 3e, la République prétend, à nos petites têtes blondes qui lisent ça quand elles ont, alors quel âge a-t-on en 3e, j'ai oublié, 14 ans peut-être, 15 ans, eh bien que le Sacré-Cœur a été bâti en expiation des fautes de la commune. C'est pas du tout vrai. Le projet remonte à avant la révolution de mars 1871. Alors, le projet date de novembre 70. Alors après, je vous dis pas architecturellement, c'est discutable. Mais ça n'est pas le débat. Mais donc, il y a, c'est vrai, en France, une mainmise communiste, disons, qui se maintient. Aux États-Unis, ça, c'est une vraie surprise. On n'attendait pas cette espèce de forme de populisme à gauche, disons, qui prendrait les apparences. Bernie Sanders est quand même très proche, il conseille encore Biden. Bernie Sanders, c'était un programme social. Il est réellement de gauche, oui. Il est réellement de gauche. Mais je ne suis même pas certain qu'il soit autant de gauche que ce qu'on a pu observer du temps de Black Lives Matter, qui servait un peu de masque. C'était le masque noir en fait, d'un mouvement d'extrême gauche. Oui, parce qu'il y avait plus de blancs qui manifestaient. Il y avait plus de blancs qui défilaient, et il y a énormément de noirs qui étaient trumpistes, qui eux souhaiteraient pas du tout l'éclatement de ce pays, justement. Vous évoquiez tout à l'heure l'oligarchie, qu'on peut aussi appeler autrement l'État profond. Qu'est-ce que vous pensez que Donald Trump a pu réaliser contre l'État profond ? Il n'a pas pu. Il a rien fait. Non, il n'a rien fait. Il a échoué. Il a été vaincu par lui. Il a été vaincu par l'État profond. Ouais. N'oublions pas que Donald Trump est élu parce que c'est un milliardaire. Et donc, il a les moyens de se payer une campagne présidentielle. D'ailleurs, il dispose de beaucoup moins d'argent qu'Hillary Clinton. 2 fois moins. Voilà, pour sa campagne présidentielle. Mais il en a suffisamment pour aller jusqu'au bout. Autrement dit, c'est quelqu'un qui n'était pas justement dans la logique oligarchique. Il n'empêche que 98-19% des médias appartiennent disons, au système, enfin à l'oligarchie en tout cas. Le complexe militaro-industriel n'aime pas forcément Trump, puisque Trump, en dépit de ses allures martiales il n'a fait aucune guerre. Mais il n'a pas fait de guerre, donc c'est assez récent les républicains qui déclarent la guerre. Il a un peu tapé en Syrie, en Afghanistan, il a envoyé quelques bombardements. Très symbolique. C'était pas grand-chose. La mère de toutes les bombes en Afghanistan. Oui, mais alors beaucoup moins que Obama, par exemple, qui a énormément bombardé. Vous oubliez que les républicains qui déclenchent des guerres, ce sont les frères Bush, les Bush père et fils. Oui. C'est assez rare dans l'histoire américaine. C'est plutôt les démocrates qui font les guerres les plus importantes. Kennedy est à l'initiative de la guerre du Vietnam. Alors, Kennedy qui n'aurait pas voulu mettre le doigt, disons, en tout cas son successeur. Il envoie des conseillers. Il envoie des conseillers. Et puis Johnson, qui est donc le successeur démocrate. On assiste aujourd'hui, Yves-Marie Adeline, à un phénomène similaire à celui de ce qui se passe en France, parce que le 10 mai dernier, aux États-Unis, 124 généraux, peut-être c'est plus aujourd'hui, à la retraite, ont signé une tribune où ils écrivent que l'élection présidentielle remportée par Joe Biden a été volée à Trump. Ils avancent aussi que la nation américaine est en grand péril en raison d'une attaque contre les droits constitutionnels. Quel accueil cette tribune a reçu aux États-Unis, est-ce que vous savez ? Mais justement, c'est ça qui est terrible pour eux. Parce que 50% sont d'accord. Alors, c'est difficile de donner les chiffres. Mais disons, on va dire qu'une moitié partage ce point de vue. Et l'autre moitié considère que cette tribune est une tribune factieuse, un peu comme on entend dire ici en France avec Mélenchon ou autres qui parlent de généraux factieux ou d'officiers factieux, alors que ce sont des gens inquiets de l'avenir de leur pays. Ils ne sont pas du tout des factieux. Ils ne cherchent pas à faire un coup d'État. Donc c'est ça qui est préoccupant. Et vous parliez tout à l'heure de l'État profond. Quand le président des États-Unis, dont je ne dirais pas qu'il est l'homme le plus puissant du monde, il est le président de l'État le plus puissant du monde. Il a beaucoup moins de pouvoir qu'un président de la Ve République, par exemple. Incontestablement. Mais quand il se fait couper la parole en pleine allocution par les GAFA ou par les télévisions, comme c'est arrivé, où à un moment on lui coupe le son,
Et les journalistes disent non, il est en train de dire des bêtises. Il est en titre président à cette époque-là, à ce moment-là, quand il parle. Ça, c'est vraiment l'état profond. C'est-à-dire, il n'a rien pu faire contre ça. Alors, est-ce que c'est de sa faute ou pas ? Il a pu donner un coup de pied dans la fourmilière sur des histoires tout à fait sordides, touchantes aux mœurs de certains d'entre eux, etc. On pense à l'affaire Epstein, à des gens comme ça. Nous avons traité l'affaire Epstein. Vous l'avez traité largement avec Pierre Jovanovic. Ah, à la télévision, ici. Écoutez, je vais regarder ça, je ne savais pas que vous l'aviez fait. Ça, effectivement, il a voulu donner un coup de pied, ce qui n'a pas servi à grand-chose. Epstein s'est fait suicider assez rapidement dans sa cellule. Pas par Trump, on sait pas trop d'ailleurs. Non, par ceux qui avaient été ses amis. Bien sûr, c'est pas Trump qui... Est-ce que les esprits se sont calmés depuis la victoire, en tout cas les esprits républicains se sont calmés depuis la victoire de Joe Biden, ou est-ce qu'on, à l'avenir, pourra assister à de nouvelles scènes d'émeutes comme celles qui sont produites devant le Congrès ? Excellente question, et c'est, je trouve, même la surprise. Oui. Parce qu'on pouvait s'attendre à ce que cette élection discutée, protégée par... quasiment presque une armée, enfin je ne sais pas ce qu'il y avait comme effectif, quasiment une brigade, une division, qui continue d'ailleurs de protéger le Capitole comme si c'était le mur de Berlin. C'était la surprise, on pouvait se dire, bon là pour le coup les problèmes vont vraiment commencer. N'oublions pas quand même que les deux camps sont différents. Il y a un camp qui est profondément révolutionnaire, alors il est supposé avoir gagné avec Biden, du moins la moitié bideniste qui est révolutionnaire, l'autre qui ne l'est pas, donc ils n'ont pas de raison de descendre dans la rue. Et puis il y a un autre camp qui ne l'est pas. Ce sont des gens de law and order, comme on dit. Ils sont légalistes. Ce sont des légalistes. Bien sûr. Donc c'est pas eux qui vont faire une révolution. C'est très rare quand ce camp-là se lance dans une lutte contre l'État. Mais c'est quand même vrai pour la droite française en général. Mais pour toutes les droites. Yves-Marie Adeline, on a quand même assisté à un doublement depuis les émeutes des Black Lives Matter au printemps 2020 des ventes d'armes. Oui. Donc est-ce que c'est pas Alors ça c'est préoccupant, c'est un signe, un signe noir. Les gens s'achètent des armes pour se faire plaisir ou est-ce qu'ils vont s'en servir ? On est à leur double. Au moment où j'écris l'article, c'est doublé. En fait, on doit être à 400% maintenant. D'ailleurs, parmi ces gens-là, une grande proportion de ces gens-là n'avaient jamais possédé d'armes jusqu'alors. Et n'oublions pas que dans la mentalité américaine, c'est constitutionnel, c'est le deuxième amendement, c'est l'Américain doit avoir la possibilité d'acquérir des armes pour défendre la liberté contre la tyrannie du pouvoir. Pour eux, ça appartient à leur philosophie politique. C'est pas comme si en France, d'ailleurs c'est quasiment interdit, il faut avoir un permis de chasse pour avoir un malheureux fusil 12. Bon. Et si vous n'avez pas renouvelé votre permis de chasse, la gendarmerie vient vous le récupérer et vous confisquer l'arme. Voilà. Bon. Donc en France c'est différent. Là-bas, ça appartient à leur philosophie politique. Autrement dit, les gens qui se sont armés aux États-Unis le font avec une idée politique en tête. Alors, je ne pense pas que les Trumpistes aient l'idée de descendre dans la rue, parce que ça, c'est plutôt les bidets-noirs, si on peut dire. Se défendre. Mais en revanche, pour se défendre, on ne sait jamais pour le jour où ils sont surarmés par rapport Est-ce que la prolongation de l'état de crise sanitaire, tout au moins dans certains États, pourrait mener à des exactions ? Honnêtement, je ne crois pas. Non. Je ne vois pas ce que ça pourrait avoir comme impact. Ils sont en train d'en sortir tous. Oui, d'abord, et puis chaque État est indépendant, n'oublions pas. C'est pas comme en France, donc il n'y a pas un monsieur Macron pour dire vendredi vous pouvez tous sortir. Non, ce sont tous des États-Unis, donc chaque État décide de ce qu'il va faire. Par exemple, c'est complètement libéré. Voilà, donc il y a des pays, le Texas, il n'y a plus du tout aucune mesure. Aucune contrainte. Mais honnêtement, je vois pas les choses comme ça. Si l'aile gauche des bidets-noirs devait continuer un peu un scénario à la 36 en Espagne, si vous voulez. Oui. La tragédie espagnole, c'est que la République est donc proclamée en 31 sans violence, puisque c'est le roi qui s'en va. Et pendant 5 ans, la République va être coupée en deux entre des gens modérés qui sont au pouvoir et qui font ce qu'ils peuvent. Après, on peut être pour ou contre leur politique. Et puis, ceux qui tiennent la rue. Et ceux qui tiennent la rue vont tuer énormément de gens, vont tuer des prêtres, des évêques, etc., tout ce qu'on voudra. Et le 17 juillet 1936, pour le coup, il y a une partie de l'armée qui se soulève. Voilà.
Mais parce que le pouvoir madrilène, disons, Azania et les présidents du Conseil, etc., n'ont pas réussi, disons, à mater, ou à contenir les mouvements révolutionnaires. Un peu comme Thiers avait maté la Commune, par exemple, en 71. Oui, la comparaison est tout à fait. Donc il pourrait y avoir quelque chose, disons, si vraiment l'aile gauche des Bidenois devait poursuivre leurs exactions ou les recommencer, pourquoi pas. Mais, encore une fois, les signes noirs, quand vous pensez que la mairesse de Chicago, oui. Chicago, c'est quand même pas un village paumé dans les Midlands. C'est Chicago, quoi. Alors, une ville à une réputation douteuse, etc., qui a beaucoup servi le camp démocrate, déjà Kennedy, parce qu'elle a été élue, en fait, sur une fraude électorale. Mais la mairesse de Chicago, vient de dire, qui est américaine en principe, et qui refuse... Afro-américaine. Oui, mais elle est en principe américaine. Voilà. Sur sa carte d'identité, il n'y a pas marqué État afro-américain unis d'Amérique. Il y a marqué États-Unis d'Amérique. Qu'il refuse de parler, de répondre à des journalistes qui ne sont pas de sa couleur, cette personne qui est quand même une notabilité, qui a un mandat électoral, c'est un signe noir. Mais ça montre bien qu'elle ne se sent absolument pas, elle ne fait pas nation pour parler moderne. C'est apartheid, quoi. Elle est dans un apartheid, c'est un développement séparé des races. Justement, c'est ça, vous dites qu'à un moment, dans votre article, vous dites que nous sommes dans une logique de guerre civile froide. Pour l'instant, oui, on est en guerre civile froide. Mais que ça peut tourner à la guerre civile chaude. Oui. Est-ce que ça dépend, ce retournement, l'arrivée d'une guerre civile, de la façon dont les républicains vont se remettre de leur crise existentielle avec la défaite de Trump? Alors, il est possible que si les républicains commence à reprendre l'avantage électoral. Ce qui va être compliqué parce que les Dominion, le système Dominion, etc., la fraude électorale, il n'y a aucune raison qu'elle cesse, puisque tous ces outils ont été mis en place, ils ont montré leur efficacité. Donc pourquoi est-ce que l'oligarchie démocrate, en tout cas les démocrates américains, renonceraient à tous ces avantages de manipulation des votes par voie électronique, etc. Mais admettons, disons, que ce genre de choses, si vous voulez, quand on fait de l'histoire, alors on peut dire après coup, voilà, les facteurs convergents qui à un moment se sont réunis et pof, ça a provoqué une étincelle. En 14, il y a la crise marocaine, la guerre éclate pas, vous voyez, voilà. Exactement. Et puis à un moment, il y a l'assassinat de François Ferdinand et là, il y a un enchaînement. Vous pensez que Trump pourrait être à l'origine d'un soulèvement républicain comme il l'avait été, entre guillemets, lorsqu'il a envoyé ses troupes devant le Congrès? Je pense pas d'abord que... Parce qu'il n'est pas prêt, on n'a pas l'impression qu'il veut rendre les armes du tout. Non, alors qu'il a 64, je ne sais plus quel âge il aura l'âge de Biden. 74 ans. Si, à la prochaine présidentielle, donc, à peu près. Ce qui l'excuse un peu. Alors, aura-t-il même état de santé? Parce qu'on n'a jamais l'âge de ses artères, en définitive. Clémenceau était un vieil homme quand il a pris les rênes du pouvoir en France. Et De Gaulle, croyez-vous qu'à 67 ans... Oui, il était un peu moins âgé à 67 ans. Commencer une carrière de dictateur. Oui. Non, là, c'est difficile de dire. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est déjà incroyable de dire ça. Encore une fois, pour quelqu'un de ma génération. De dire que les États-Unis probablement imploseront un jour. Mais ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans. C'est simplement pour découvrir que ce modèle melting pot, que l'on croyait avoir été capable de se substituer au modèle classique, en fait, il ne s'y substitue pas. Et donc, un jour ou l'autre, ce pays il éclatera. Mais comment ? Dans quelles circonstances, je n'en sais rien du tout. Est-ce que le Brésil, c'est aussi un melting pot? Est-ce que quelque part, les violences auxquelles on assiste au Brésil, on peut se dire, le Brésil a peut-être encore des années d'avance sur les États-Unis? Le prototype. Ouais. Le prototype, je suis pas sûr. D'abord, la forme n'est pas la même, leur histoire est différente. Alors, il y a des conflits raciaux, bien sûr. Il y a une criminalité épouvantable. Il y a une criminalité épouvantable. Aux États-Unis? Oui, bien. Au Brésil. Au Brésil. Mais parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de criminalité. Non, les États-Unis sont le pays le plus policier du monde, quasiment. Il
Il y a une énorme présence de la police et il y a beaucoup de prisonniers, bien plus qu'en France. Il y a beaucoup de meurtres, bien plus qu'en France en comparaison, je veux dire. Mais encore une fois, je ne saurais trop vous répondre ça. Je peux pas vous dire, écoutez, voilà, à tel moment, les États-Unis vont éclater. J'en sais rien. Non, la prévision est une chose difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Bon, mais sérieusement, ça peut avoir des conséquences géopolitiques, tout ça, Yves-Marie Adeline. C'est-à-dire que l'Amérique est quand même la première armée du monde. Oui. Vous nous dites dans votre article, dans un autre article que vous aviez publié, dans Lecture française aussi, qu'elle maintient son armée pour maintenir son dollar. Est-ce que ce ne serait pas le contraire d'ailleurs? Est-ce qu'elle ne maintient pas le dollar pour maintenir son armée? Parce que, malgré tout, c'est une puissance impérialiste, comme nous l'avons dit. Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, puissance maritime. Oui. Et c'est même, elle a une insularité. Oui. Vous savez que cette insularité est considérée comme un des facteurs bien clés sûr. du dollar. La thalassocratie. Oui, bien sûr. La thalassocratie, oui, bien sûr. c'est la force du dollar, toute chose égale d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que nous autres Européens qui sommes dans l'OTAN, l'Amérique déclare que la Russie est toujours son adversaire. Ouais. Et le nôtre? Et le nôtre. Alors que c'est pas vrai. Alors là, on est devant un dilemme. Oui. Pour ceux qui sont attachés, disons, à la France, on est devant un dilemme, parce que il va sans dire que d'un point de vue culturel, en dépit de la différence d'orthographe, enfin, je veux dire, d'écriture entre le cyrillique et l'alphabet latin, oui. Entre cette Europe d'Occident et cette Europe d'Orient, héritée du partage de l'Empire romain. Hein, très bon. En dépit de tout cela, il va sans dire quand même qu'il n'y a pas photo, comme on dit, entre la culture russe et la culture américaine. Bon, il est évident que nous nous sentons beaucoup plus proches des Russes, cela va sans dire. Hein, bon. Et donc on a une sympathie pour la grande musique russe, la grande littérature russe, bon, tout ça, il n'y a aucune comparaison possible avec Hollywood, évidemment. Mais, cela dit, on ne fait pas de la politique sur des bases comme celle-là. C'est l'année Napoléon, aujourd'hui. Donc, Napoléon disait, les États ont la politique de leur géographie. La France, c'est bien sûr une puissance continentale, mais c'est aussi une puissance maritime. D'ailleurs, ça a toujours été un grand défi dans son histoire, parce qu'elle a dû toujours fournir un effort égal autant que possible entre la terre et la mer. Elle a rarement réussi à le faire, d'ailleurs. C'est une puissance maritime qui a le deuxième domaine maritime mondial. Oui. Et le fait est que la France se retrouve dans un jeu d'alliance avec les États-Unis, maîtres du monde, et l'Angleterre pour... dans l'état actuel des choses, pour observer, tenir en joue, si je veux dire, à portée de fusil, tout le commerce maritime mondial. Je rappelle que le commerce maritime, c'est 85% du commerce mondial. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne dominent toutes ces routes-là, soit par présence territoriale, soit par les bases. Les Américains en ont 185, je ne sais plus combien. Bien sûr, pour eux, c'est incomparable. Et là, évidemment, ça donne à la France un statut qui est tout à fait incomparable, qu'elle perdrait si elle perdait l'alliance américaine. Donc nous n'avons pas d'autre choix que l'alliance américaine. Je voudrais vous poser en dépit des russophiles qui sont nos amis aussi. Il y a une terrible fatalité dans ce que vient de dire Yves-Marie Adeline. Nous sommes condamnés à l'alliance américaine parce que nous sommes aussi une puissance maritime. Et nous sommes dans l'OTAN. Vous savez, l'OTAN, c'est un petit peu comme la Ligue de Délos. Hein, on a vaincu les Perses. Non, mais l'OTAN, c'est différent. On pourrait sortir de l'OTAN. De Gaulle en est bien sorti. Oui. Ça l'empêchait pas d'être un allié, en dépit du fait que, avec plaisir, il contredisait la politique américaine, par exemple, en Indochine. C'était un peu la réponse du berger à la bergère, à bien des égards. Donc, au Cambodge, le discours de Phnom Penh, etc., oui. Vous n'avez rien à faire au Vietnam. L'histoire lui a donné raison en plus. Bon. Discours sud-américain aussi. Discours en Amérique rédigé par Gilbert Perrol. Ah, ça, je l'ignorais, ça, oui. Ah oui, ambassadeur, oui. Donc, toujours est-il que... on peut ne pas appartenir à l'OTAN, le fameux état de mort cérébrale dont parle M. Macron, tout en ne pouvant pas faire autrement que de rester dans l'alliance américaine. Quitte même à y tenir un rôle de vassal. Ben oui, mais it is as it is, disait Édouard III. Je voudrais vous poser ma dernière question, Yves-Marie Adeline. Est-ce que la victoire de Joe Biden signe la victoire finale de l'État profond ? Alors, final, en histoire, le mot final n'a pas de sens. Hein.
Mais la victoire même durable... la lutte finale. Même la lutte finale n'en avait pas. Mais la victoire durable? La victoire durable de l'État profond, oui, bien sûr. Parce que c'est pour ça que ces malheureuses personnes, qui sont touchantes, qui vont au Capitole manifester leur désarroi, leur colère, et ils sont allés sans fourche, c'est pas la prise de la Bastille. C'est vraiment des gens qui, désespérés, entrent au Capitole. Il y en a qui l'ont payé cher. La personne qui a ouvert l'ordinateur de Nancy Pelosi s'est retrouvée, elle aussi, opportunément suicidée 2 jours plus tard dans son garage. Ouais. Voilà. Donc, ça pouvait, et donc ça montre bien la puissance de l'oligarchie. C'est touchant. Et on se dit, dis donc, c'est pas les Français qui auraient été capables de faire quelque chose comme ça. C'est là où ils sont touchants, les Américains, c'est vrai. Mais c'est désespéré, bien sûr. Les Gilets jaunes ont été une espèce de, oui, alors, de répétition. Oui, mais le régime a admirablement manipulé ça, puisque très vite, le régime va y mettre la gauche du capital, comme on dit, c'est-à-dire l'extrême gauche, en fait, qui sert les intérêts des puissants, d'abord en cassant la figure aux authentiques Gilets jaunes, puis ensuite en déstabilisant le mouvement, en le décrédibilisant, en faisant peur aux honnêtes gens, etc. Donc c'est une très belle manœuvre que le régime a faite pour vaincre les Gilets jaunes. Il faut reconnaître que c'est très bien joué. Mais pour en rester à l'Amérique, et à la question que vous m'avez posée, oui, c'est durable. Comment voulez-vous sauver, en admettant donc que l'on adhère, que l'on veuille pratiquer cette démocratie? On ne peut pas la pratiquer, elle n'est que théorique. Comment voulez-vous la pratiquer avec les GAFA? Ou quand vous voulez, d'ailleurs vous-même vous êtes bien placé pour savoir ça. Oui, lorsque oui. Vous déplaisez trop aux GAFA, vous vous faites censurer, etc. Comment voulez-vous tenir un combat pour la liberté dans des conditions comme celle-là? Mais j'irai plus loin que votre question, quitte à vous déplaire. Est-ce vraiment souhaitable? Je veux dire, compte tenu de la complexité du monde, est-il souhaitable d'en donner les clés à une population, on va dire ça comment, une population hébétée par les médias, par le système scolaire, etc. Heureusement que c'est pas elle qui décide et que ce n'est que tout ça que du folklore. Vous disiez tout à l'heure que c'est les minorités qui font les révolutions. Oui, alors en revanche, oui, mais donc ce ne serait pas la majorité. Ah oui, bien sûr. Mais en revanche, oui, mais parlons des principes, disons. En revanche, on peut vouloir améliorer cette oligarchie. Ah oui, par la réforme constitutionnelle. Non, c'est vraiment qu'on peut améliorer l'oligarchie avec son idéologie de mort. Eh bien, c'est cette idéologie de mort qu'il faut attaquer. C'est à ce niveau-là qu'il faut se battre. Je ne pense pas que la solution réside dans un RIC, comme lorsque les Gilets jaunes se sont fait manipuler. Bien sûr que le RIC n'est pas souhaitable. Enfin, quand même, il y a des gens qui sont faits pour réfléchir à ces choses-là. On va pas ça, c'est la démagogie. C'est tout simplement les caprices du peuple, etc. Je pense pas du tout que ça soit souhaitable. Surtout de la part d'une population qui est de moins en moins capable comment dirais-je, de gérer intelligemment quand vous voyez déjà les hommes politiques qui nous gouvernent. L'inculture. C'est très impressionnant. Quand des hommes politiques. L'île de la Guyane pour l'actuel président, ou la ville de Mayotte pour une de ses camarades, etc. Le peuple est peut-être pas plus con que ses élites, quand même. Enfin, on le verra. Ben, c'est difficile. Enfin, jusqu'alors, il n'a pas montré qu'il... Aussi peu cultivé et aussi peu éduqué que son personnel. Écoutez, moi, je travaille dans l'enseignement supérieur, donc je vois les copies d'étudiants qui sont bacheliers. Les choses s'aggravent d'une année sur l'autre. Alors, ça m'agace de parler comme ça, parce que je déteste vieux-connais. Et en plus, je suis d'espoir. Ah oui, du verbe je vieux-conne, tu vieux-connes. Nous vieux-connons. Nous vieux-connons. Mais non, je ne pense pas que ça soit forcément la solution. Parce que ça peut être la porte ouverte, justement, à n'importe quoi. Aux ateliers nationaux, ce genre d'ânerie. Les râteliers nationaux. Mais en revanche, je crois, et même, je crois même à la Providence qui peut agir c'est mon côté bonaldien, la Providence qui peut agir sur l'histoire, etc. Si on a eu Jeanne d'Arc, c'est encore possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas certain que passer par une formule démocratique au sens propre du terme. Mais tout ça n'est pas possible. Qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, il peut pas y avoir de démocratie avec les GAFA. C'est impossible. Alors, ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est
un tout petit peu limité, le pouvoir des GAFA, etc. Mais quels sont les pays capables? Ou alors des pays totalitaires comme la Chine. Oui, mais justement, c'est pas non plus regardez, souhaitable. Dans l'actualité, nous avons un opposant biélorusse qui est arrêté parce que son avion a été détourné. Scandale. Scandale énorme. En effet, c'est un scandale. Et on dit, c'est la dictature. Et nous avons Edward Snowden, lanceur d'alerte. Ancien membre de la CIA. Qui a donné des informations oui. sur les turpitudes. Et on appelle ça la démocratie. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est comme les féministes islamo-compatibles, voire islamophiles, c'est comme tout ça. Enfin, en même temps. Voilà, tout ça, ce sont des formes d'emprunt à chaque Oui. fois. Enfin, la façon dont celui qui va représenter l'équipe de France, entre guillemets, ça fait déjà longtemps qu'on la met en guillemets, et qui insulte Marine Le Pen en appelant à la violer, etc., les féministes ne se manifestent pas. Donc on voit bien que tout ça, c'est de la pantomime, vous voyez. Tout ça, c'est le cas. Dans la politique, il y a toujours de la comédie. Donc là, on est vraiment dans le théâtre, bien ça entendu. peut être de la tragédie aussi. Attention. Ça peut virer à la tragédie. Eh bien, Yves-Marie Adeline, merci pour ces éclairages sur l'Amérique et sur la France aussi, par ricochet. Et nous vous disons à très bientôt. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur d'autres questions que vous avez traitées. À très bientôt, donc. Merci, monsieur. Merci Pierre. Et chers téléspectateurs, eh bien, à très bientôt.